Alors déjà bonjour, Bonjour. Nicolas Hulot, bienvenue à Villeneuve-les-Poêles, au Festival des Pluies de Juillet, qui mêle culture et sensibilisation à la transition écologique. Pour commencer, peut-être quelques mots pour vous présenter. Vous êtes une figure de l'écologie en France, vous avez commencé en tant que journaliste, vous avez ensuite présenté sur TF1 bien sûr Ushuaïa pendant des années. Ensuite, vous avez créé votre fondation qui porte votre nom et dont vous êtes aujourd'hui président d'honneur. Puis vous êtes rentré en politique, d'abord en tant que conseiller sur l'écologie, puis vous avez participé aussi aux primaires du parti écolo, puis finalement ministre de la transition écologique et solidaire. En résumé, cela fait 30 ans que vous militez de 1000 manières pour l'écologie et pour l'environnement. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cet engagement et des différentes formes qu'il a pu prendre au cours des années? Ça fait 30 ans. D'autres avaient endossé le même combat bien avant nous. Et pour finir, quand on regarde le résultat, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais le problème n'est pas de savoir s'il est à moitié vide ou à moitié plein. Le problème, c'est de savoir si on en a fait suffisamment pour protéger l'humanité d'elle-même, pour éviter qu'un certain nombre de phénomènes nous échappent. Et très clairement, si on veut être honnête, et c'est affligeant de dire ça, et la réponse est non. La réponse est non. Alors, on ne va pas endosser la responsabilité, parce que c'est pas faute d'avoir essayé. Mais en tout cas, force est de constater que malgré la mobilisation de nombreuses femmes et d'hommes ici et ailleurs, hier et aujourd'hui, on n'a pas réussi à provoquer un sursaut de conscience, de sagesse et de créativité pour endiguer la crise écologique. Et j'en veux pour preuve que les derniers rapports qui ont fuité du GIEC, et c'est un peu pathétique de vous dire ça comme ça, mais nous prévoient, sauf une réaction exemplaire et universelle, nous prévoit des scénarios douloureux pour tout le monde. Donc voilà, le bilan, c'est que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, pas simplement de moi, parce que dans un engagement comme le mien, j'ai croisé, j'ai été accompagné, j'ai été soutenu par des femmes et des hommes d'exception, parfois des figures de l'écologie comme Pierre Rabhi, Théodore Monod, etc. Mais aussi des femmes et des hommes anonymes qui œuvrent au quotidien dans des associations sur le terrain pour empêcher que les choses ne se dégradent. En réalité, on se bat pour quoi? Pour sauver l'homme de lui-même. Et on a dépensé une énergie incroyable pour convaincre les hommes de se sauver d'eux-mêmes. Moi, je pensais que ça allait prendre 8 jours. Enfin, j'exagère, mais parce que qui a intérêt qu'on soit riche, pauvre, laïque, religieux, né au nord, au sud, on va tous trinquer. Personne ne pourra tirer son épingle du jeu. Et de surcroît, c'est d'autant plus triste que si nous nous étions cantonnés simplement au constat, au diagnostic, à l'alerte, mais en tout cas pour ma fondation et bien d'autres organismes, on a été dans la proposition. Et de la même manière, quand vous vous baladez, pour ne parler que de la France, dans les campagnes, dans les territoires, etc., le changement est en marche. Il y a des alternatives qui peuvent devenir des standards de demain, mais qui visiblement n'inspirent pas l'action politique et les grands acteurs économiques. Donc on a tous les outils. C'est le grand paradoxe, et j'en parlerai ce soir, de ce moment particulier d'histoire de l'homme. On n'a jamais été aussi intelligent et aussi crétin. Voilà. Donc on a notre puissance confrontée à notre impuissance. Edgar Morin, dont c'était l'anniversaire, les 100 ans hier, dans une tribune au Monde, disait justement, je vais paraphraser parce que je ne suis pas sûr d'avoir ces mots exacts, mais que la pensée humaine a été capable de créer des machines incroyables, mais elle est incapable de créer une libellule. C'est un petit peu cette idée. Ben, c'est magnifiquement dit. Tout l'or du monde ne pourra pas se substituer au travail qu'une abeille peut faire. Edgar Morin, il dit « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Voilà, c'est ce grand paradoxe. Nous sommes victimes de notre trop grande réussite.
mais parce que notre science s'est détachée de notre conscience. C'est le drame de l'humanité. C'est le drame de l'humanité. Et en même temps, c'est ce qui donne un peu d'espoir, c'est de se dire que si tout d'un coup, on arrivait à avoir une conscience universelle, une intelligence universelle, et une feuille de route, une vision universelle, je ne dis pas qu'on peut tout réparer demain matin, mais on peut faire un saut qualitatif dans le siècle. Qualitatif pour tout le monde. Mais il faut déjà se débarrasser d'un modèle qui est la base de tous ces désordres. C'est un modèle qui épuise, c'est un modèle qui détruit, et c'est un modèle qui ne partage pas. Sans changer de modèle économique, on est condamné à une écologie des petits pas? Oui, très clairement, si on ne change pas radicalement, ce qui ne veut pas dire brutalement, ce modèle qui est la cause de tous les désordres. Parce que de quoi la crise écologique est-elle le symptôme? Elle est le symptôme d'un modèle qui épuise, d'un modèle qui n'a pas été en mesure de se fixer des limites, d'une société dans un état d'ébriété, qui est happée par le toujours plus vite, toujours plus de biens, toujours plus de possessions, toujours plus grand. Et à un moment ou à un autre, il en est des hommes comme des enfants, si vous ne leur mettez pas des limites, ils basculent. Et c'est un enseignement que la nature nous prodigue. La nature, elle fixe des limites. Et les lois humaines ne peuvent pas s'exonérer des lois de la nature. Mais nous avons voulu, aveuglés par nos succès technologiques, nous dissocier de la nature. La culture nous a extraits de la nature. Ce qui est pour le coup, ce qui prouve que notre intelligence, elle ne couvre pas tous les champs, parce qu'une stupidité, nous sommes la nature. Nous avons un socle biologique, nous partageons avec les taupes, avec les fourmis, avec les acacias, l'énigme du vivant. Et l'homme a voulu s'affranchir de cela, ben, il va se retrouver bien seul parce que c'est l'espèce la plus précaire, c'est l'espèce la plus vulnérable. Et parce que la crise écologique, elle va affecter des espèces, mais la vie va continuer derrière. Absolument. Elle trouvera une résilience, mais il n'est pas du tout certain que l'espèce humaine, qui n'est qu'un, je veux dire, un aléa de l'histoire, puisse, elle, perdurer si on continue dans cette folie-là. D'ailleurs, dans cette projection, vous évoquiez tout à l'heure les indiscrétions du rapport du GIEC. On peut aussi se pencher sur l'actualité entre les pics de chaleur à Portland aux États-Unis ou les famines liées au changement climatique à Madagascar. C'est des lendemains qui font peur. C'est aussi des lendemains qui, si on continue, vont nous concerner tous. Comment on peut faire de cette peur non pas un facteur inhibant, mais au contraire un moteur de détermination et d'engagement? C'est compliqué. Enfin, si j'avais la réponse, je serais plus heureux, parce que combien de fois, moi, on m'a dit, mais tu es trop anxiogène, la peur n'est pas, elle est démoralisatrice. Alors, ok, on tamise, on dit c'est pas si grave, on a le temps, ça va s'arranger, etc. Du coup, on fait rien. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas faire de concession à la vérité, non pas la vérité que je vois dans une boule de cristal, celle que les scientifiques nous donnent, parce que je pense que la seule chose qui, à un moment ou à un autre, va peut-être déclencher la mobilisation générale, c'est la réalité. Parce que vous évoquiez les dernières chroniques de la crise climatique avec la Sibérie où il fait 30 degrés, avec la conséquence sur le permafrost, cet immense iceberg qui s'est détaché en Antarctique, les incendies en Californie, cette bulle de chaleur totalement dingue dans l'ouest canadien. Mais regardez simplement ce que nos propres agriculteurs viennent de se prendre sur la tête. Bien sûr. La grêle, des périodes de froid au moment où on doit avoir des périodes de chaud, des sécheresses inhabituelles, des pénuries d'eau. Il va devenir de plus en plus difficile pour un certain nombre de modes de culture de réaliser ce travail. Et regardez nos pauvres habitants de la vallée de la Roya,
qui sont pris une série d'inondations d'une intensité inhabituelle. Bon. Donc on est déjà dedans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose sur laquelle on peut jouer maintenant, c'est le curseur. C'est-à-dire on peut essayer, si vraiment on y met le paquet, de gagner quelques degrés. Et 1 degré de gagné d'élévation, c'est absolument énorme. Puis il va falloir mettre le paquet, ce qui est terrible, parce que autrefois il n'en était pas question, sur l'adaptation. Et il va falloir maintenant mettre le paquet pour aider les gens qui de toute façon vont subir. Vous allez avoir dans nos régions, dans le littoral, des reculs du trait de côte, des gens qui vont avoir à se déplacer, vous allez avoir des submersions. Vous risquez d'avoir... Je ne vais pas dresser un tableau parce que à la fin c'est un peu affligeant. Enfin bon, bref, donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre on va y arriver? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on en sait suffisamment. Mais je crains que ça soit un peu comme pour le Covid. On a réagi quand vraiment il nous a sauté à la gueule. Et quand les puissants, comme les gens modestes, se sont sentis menacés. Là, tout d'un coup, en l'espace de quelques jours, alors on a transgressé toutes les règles économiques. On avait fait un effort de guerre, pour employer une expression qui a été utilisée. Mais l'effort de guerre, il faut le faire maintenant. C'est-à-dire faire tourner la planche à billets, mais pas pour dépenser de l'argent inutilement, pour tout ce qui est la solution. Oui, bien sûr. C'est-à-dire pour transformer dans un délai très court le modèle énergétique, le modèle de transport, le modèle agricole, le modèle de l'habitat, et en même temps changer aussi nos institutions pour, avec les citoyennes et les citoyens, ériger, comme ça a été fait dans la Convention citoyenne, mais à plus grande échelle, des règles communes. Parce qu'il y a des choses dont il va falloir qu'on se prive. Mais se priver de certaines choses pour gagner en sécurité, moi je suis partant, si on m'explique pourquoi. Et justement, par rapport à ça, face à l'urgence sanitaire, on a accepté de se priver de certaines libertés. On a été confinés chez nous, il y a plein de choses qu'on n'avait plus le droit de faire. Est-ce que ces mesures contraignantes, elles se justifient aussi pour l'urgence climatique? Mais quand on est au cœur de la crise, les privations de liberté, elles vont être énormes. Les conséquences humaines, sociales, les détresses, les souffrances, les injustices, elles vont être énormes. Donc quelques concessions avant que la crise nous échappe valent mieux que le chaos général. Mais encore une fois, il ne faut pas voir simplement les choses en termes de privation. Il faut regarder ce qu'on va s'épargner si on est capable de se débarrasser d'un certain nombre de pratiques, de comportements qui, de mon point de vue, ne conditionnent pas le bonheur. Voilà. C'est de faire le tri dans les choses possibles. Mais ça amène à une petite réflexion philosophique. Beaucoup de gens sont convaincus que la liberté, c'est l'absence de règles. C'est exactement le contraire. La liberté, c'est la règle qu'on se fixe à soi-même. Et donc, si on veut être des êtres libres, il faut qu'on soit capable, individuellement et collectivement, de se fixer des règles. Pour changer un petit peu de sujet, quand vous êtes arrivé au ministère de la Transition écologique, vous l'avez rebaptisé ministère de la Transition écologique et solidaire. Au Pluie de Juillet, au festival où nous sommes actuellement, on essaye aussi de mêler ces deux luttes et d'en parler conjointement. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est lié selon vous? D'abord, c'est essentiel et c'est cohérent. C'est cohérent parce que la crise écologique, elle ajoute de l'exclusion à l'exclusion, de l'injustice à l'injustice, de la souffrance à la souffrance. Sa conséquence frappe d'abord les plus démunis. Pas simplement, mais prioritairement. Voilà. Deuxièmement, parce que quand on veut organiser une transition écologique qui est une transition de société, ça ne peut se faire que dans un accompagnement social, avec une méthode qui fait en sorte que ça ne pénalise personne, que ça ne soit pas toujours les mêmes qui soient à l'épreuve. Donc l'enjeu social et l'enjeu écologique sont indissociables. On doit traiter l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit où depuis quelques années avec ma fondation, nous avons créé une coalition d'ONG, parmi lesquelles il y a le Secours catholique, ATD Quart Monde, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, la CFDT, etc. Et maintenant, quand nous faisons des propositions, comme on en a fait encore ces dernières semaines, ce sont des feuilles de route qui à la fois traitent l'enjeu écologique et traitent la dimension sociale. Parce que c'est la condition. On l'a vu un peu avec les Gilets jaunes, mais si effectivement
vous demandez à des gens de changer mais que vous ne leur donnez pas les moyens de changer, ou qu'au contraire ce changement ajoute de la difficulté à la difficulté, naturellement il y a une forme d'opposition. Voilà. Donc cette transition elle doit être juste. Et donc si vous demandez aux gens de réduire leur consommation, si vous le faites simplement en augmentant le prix du carburant mais que vous ne leur donnez pas la possibilité d'isoler leur logement ou de changer de véhicule ou de changer leur chaudière ou je ne sais quoi encore, sans reste à charge, pour les ménages évidemment les plus modestes, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut programmer. Il faut programmer et il faut identifier les gagnants et les perdants. La semaine dernière, avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, on a posé une feuille de route pour le changement de l'industrie automobile, pour planifier ce changement, puisqu'on va aller très rapidement vers un parc de véhicules individuels et collectifs électriques, à motorisation électrique. Pour construire un moteur électrique, il faut moins d'emplois que pour construire un moteur thermique. Donc si vous arrivez comme ça auprès des salariés de ce secteur et vous leur dites qu'il va falloir moins d'emplois, ça va mal se passer. Si par contre vous construisez un plan qui permet, par une stratégie qu'on a élaborée, de compenser la perte d'emploi pour construire des moteurs électriques, par une relocalisation de toute la filière et de toute la chaîne de valeur, eh bien là c'est acceptable et c'est pour ça que dans notre feuille de route, c'est presque un événement, on est associé avec la CFDT Métallurgie sur un plan écologique et social. Vous parliez d'ailleurs à l'instant de souffrance, vous parliez de l'injustice, du changement climatique. Ce changement climatique va aussi entraîner forcément une raréfaction des ressources. Cette raréfaction, elle va forcément entraîner des tensions. Ces tensions peuvent entraîner des conflits. Sommes-nous à la veille des premiers conflits liés à l'environnement? Mais ça a été très très bien, cette perspective, elle a été parfaitement anticipée et modélisée par des intelligences brillantes qu'on a appelées notamment, qui étaient réunies dans une association qui s'appelait le Club de Rome dans les années 60, début 70, qui avait modélisé que si la productivité, la compétitivité continuaient d'une manière exponentielle, on allait à très court terme épuiser le substrat de l'économie, c'est-à-dire les matières premières, les ressources naturelles, pas simplement des terres rares. Et donc l'horizon de la rareté est en train de se rapprocher. Et l'horizon de la rareté, ça précède un basculement qui est la pénurie. Et l'histoire montre que la pénurie, c'est le creuset de toutes les barbaries. Parce que aujourd'hui, dans un monde qui est connecté, la pauvreté, l'exclusion, elle menace chacune et chacun et elle menace la prospérité de tous. Dit autrement, si la prospérité n'irrigue pas la pauvreté, c'est la pauvreté qui se drainera vers la prospérité. Mais, et c'est bien pour ça, et vous avez raison, la rareté, ça se pilote avec des règles et des limites. Ouais. La pénurie, ça se subit, c'est chacun pour soi. Ouais, bien sûr. Et on s'est fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le charbon, mais pour les terres arables, pour l'eau, pour des ressources vitales, je ne pense pas que tout cela va se faire avec de bonnes manières, quoi. Absolument. Donc ce qui est dingue, c'est que a-t-on besoin d'être très intelligent pour comprendre que ce système-là n'a pas d'issue pacifique. Et c'est ça qui me rend dingue, c'est que chaque esprit objectif doit comprendre qu'il n'y a pas de fin, que ce système a programmé sa propre obsolescence. Donc il faut en ériger un autre qui protège, qui partage, qui répare. Pour motiver, pour conduire ce changement, Mélanie Laurent, hier, dans le cadre de la conférence de presse du Festival de Cannes, parlait de la puissance évocatrice du cinéma et à quel point il peut être un vecteur de changement, justement, et en particulier sur ces questions écologiques. Est-ce que pour vous, l'art peut être justement un levier dans cette conduite? Il faut utiliser tous les leviers. Parce qu'il faut toucher au cœur, à l'esprit, à la conscience, en utilisant les outils qui permettent
la beauté, la musique, la culture, l'écriture. Mais en même temps, ça a été quand même déjà beaucoup fait. Donc de se dire qu'on en est encore là, moi je veux bien, mais est-ce que c'est un nouveau long métrage, aussi bien fait soit-il, qui va mettre à l'ouvrage nos dirigeants européens et les institutions onusiennes? J'en doute un peu. J'en doute un peu. Mais comme je finis par douter de ma propre action. Mais dans le doute, il faut continuer. Voilà. Dans le doute, comme je vous l'ai dit, il faut faire feu de tout bois. Absolument. Utiliser les outils et en espérant et en croisant les doigts que tout ça se fasse jusqu'au bout de manière pacifique. Mais chacun doit garder l'esprit que quand face à autant d'intelligence, autant d'arguments, il y a une sorte d'entêtement crasse, ça devient une forme de fanatisme. Et un fanatisme peut en réveiller un autre. Moi je dis, faites gaffe, n'attendez pas trop longtemps. Notamment, je trouve que les jeunes se manifestent avec beaucoup de bienveillance et de créativité. Mais à un moment, je pourrais comprendre qu'ils soient exaspérés. Mais justement, on a beaucoup essayé de s'adresser aux intelligences. Ça a été très bien fait, que ce soit par le GIEC, qui est déjà un compromis en fait dans la pensée. C'est-à-dire, c'est pas des extrémistes. Donc il y a un vrai travail de pédagogie qui a essayé d'être fait, une présence médiatique très forte. Et justement, pour essayer de sortir de ces leviers, de s'adresser d'intelligence à intelligence, peut-être essayer de parler déjà par l'exemple, comme on le voit avec aujourd'hui les conséquences du changement climatique qui sont tangibles, qui sont concrètes, mais essayer de s'adresser plus à des émotions, essayer d'avoir un mouvement dynamique qui viendrait peut-être d'autres choses, plus des sentiments, justement, essayer de reconnecter à la nature, essayer d'utiliser la musique, essayer d'utiliser les arts. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu, je suis convaincu de l'efficacité de cela. Ce qui me rend juste un peu, non pas sceptique, mais prudent, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que si tout ça avait émergé il y a 30 ans, mais la science nous dit que ce sont les décisions qu'on va prendre dans les 10-15 prochaines années qui vont être déterminantes. Mais encore une fois, peu importe. Vous connaissez ce dicton, je ne sais plus s'il est africain ou pas, peu importe aussi. Il est dans une forêt, on entend le fracas d'un arbre qui tombe, mais pas le murmure des milliers d'arbres qui poussent. Peut-être que dans la société, et même plus que peut-être, il y a des énergies, des sensibilités qui à un moment ou à un autre vont peut-être s'agréger et créer une puissance, une force qu'on n'a pas vu venir et qui va prendre de court tout le système traditionnel. Moi, je croise les doigts. En tout cas, ça ne viendra pas des codes politiques ou médiatiques existants. Ça viendra de quelque chose qui surprendra tout le monde. On a pensé à un moment que Emmanuel Macron surprenait tout le monde. C'est un projet auquel vous avez cru à un moment, que certaines conditions étaient réunies pour peut-être franchir le cap et aller au gouvernement. Vous êtes ressorti un peu frustré de cette expérience. Est-ce que l'enjeu, c'est que les ministères, être ministre de l'écologie sociale et solidaire, ça ne suffit pas, il faut être président de la République? Ou est-ce que c'est le changement, il vient d'ailleurs? Alors oui, quand je suis rentré au gouvernement, j'avais, non pas de certitude, mais j'avais bon espoir qu'on change un peu d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on partage la tâche. Une transition écologique, elle ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Et donc que ça soit piloté au plus haut niveau de l'État en permanence. Bon. Ça ne s'est pas fait. Après la pression du court terme, une forme de conformisme, de conservatisme, d'intérêt contradictoire a pris le dessus. Et le court terme l'a emporté sur le long terme. Mais la responsabilité, elle est collégiale aussi. Regardez simplement ce qui a fuité la semaine dernière sur le rapport du GIEC. Moi, je n'ai même pas voulu regarder dans le détail parce qu'au bout d'un moment, ça devient, comment dire, on va devenir dépressif. Mais ce que nous a livré le GIEC, toute femme ou homme politique digne de ce nom et responsable,
aurait dû immédiatement réagir en disant « Allez, là, ça suffit. Hein. On va mettre de côté nos petites confrontations stériles, nos divisions partisanes, nos polémiques stériles, et on va additionner nos intelligences comme en guerre. Et quelles que soient nos divergences politiques, ça doit être la priorité de la priorité. Ça doit être le centre de gravité de toutes nos politiques, qu'elles soient de gauche ou qu'elles soient de droite. Il n'y a pas eu de réaction. Lettre morte. Moi, je me dis, mais c'est... Et tant que vous aurez ce système politique qui est en permanence dans la confrontation, qui est incapable de dire « Ah, tiens, ça va dans le bon sens », peu importe, l'idée ne vient pas de moi, mais elle va dans le bon sens, qui est incapable de hiérarchiser les priorités, de mettre ce qui est crucial, de ce qui est vital, et tout en bas de ce qui est superflu, et se retrouver sur le crucial et le vital. Mais le temps, l'énergie perdue dans des joutes permanences, dans cette culture du ring, elle est, comment dire, indigne, et surtout, elle est stérile. Donc, je ne veux pas mettre la responsabilité simplement sur un président en l'état. Tant que l'opposition, parce que là, quand il y a eu des projets de loi, y compris quand j'étais au gouvernement, le rôle de l'opposition, c'est de tirer vers le bas. Alors qu'il faut tirer vers le haut. C'est d'enrichir. Et c'est toujours le moins-disant qui l'emporte, alors que ça devrait être le mieux-faisant. On le voit bien, là, le Sénat qui vient de refuser d'inscrire dans la Constitution, de changer l'article 1 de la Constitution, pour rendre l'enjeu climatique incontournable dans les politiques publiques. Donc c'est une responsabilité collective pour moi, je le dis, et sans démagogie, de la classe politique. D'ailleurs, au passage, vous avez remarqué qu'il y a un parti écologiste, ce qui voudrait dire que les autres ne le sont pas. Quelque part, l'écologie aura gagné quand il n'y aura plus de parti écologiste. Exactement, et quand il n'y aura plus de ministre de l'écologie. Mais donc du coup, plutôt que de se retourner vers des hommes, parce qu'on voit que les hommes passent, mais le changement climatique perdure, est-ce que c'est plutôt un système démocratique qui est à modifier, ou alors est-ce que justement ça ne viendra pas d'un pouvoir national, ça peut venir des associations de quartier, des citoyens qui se mobilisent? Ça viendra de l'addition de tout cela, de la coordination de tout cela. Il faut que l'intelligence citoyenne rencontre aussi l'organisation collective. Il faut que l'État encourage, accompagne, s'inspire de ce qui se passe chez les citoyens. Puis il faut que les citoyens acceptent aussi que l'État fixe un certain nombre de règles. Et là, on est dans une situation de défiance, donc il y a une espèce de mur comme ça entre le citoyen et le politique. Ça viendra aussi d'une adaptation de nos démocraties aux enjeux du long terme. On ne peut pas avoir une démocratie qui pilote toujours dans l'urgence. Il faut un lieu, pour ça que moi je fais partie de ceux qui prônent des changements démocratiques, et notamment qu'il y ait peut-être une troisième chambre, où on mêlerait des experts, des citoyens, des associations, des corps intermédiaires, pour planifier le changement, pour le planifier. Pas en exonérant les députés, sénateurs et le gouvernement de la responsabilité, mais en les associant. Parce qu'il faut associer le citoyen au changement et s'inspirer aussi de leur intelligence. Et puis, il faudrait quand même, puisque ce sont des enjeux universels, et chacun comprendra que si la France, par bonheur demain matin, devenait exemplaire, ça ne réglerait pas les problèmes climatiques ni l'érosion de la biodiversité. Ça serait bien qu'au niveau des Nations Unies, on ait une véritable institution, organisation en charge des biens communs, qui prenne en charge la gestion des biens communs et qui fixe des règles communes à l'humanité. Et des Nations Unies qui réagissent aussi. Quand Bolsonaro met en coupe réglée la forêt amazonienne, il occasionne un préjudice à l'ensemble de l'humanité. Les Nations Unies modernes auraient dû convoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre au banc Bolsonaro et l'administration brésilienne. Donc pour l'instant, encore une fois, nos institutions, nos démocraties ne sont pas adaptées. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut changer de système, il faut juste les adapter. On va devoir conclure. Ici, au Plus de Juillet, on mêle des concerts, et entre plein d'autres choses, avec la sensibilisation à la transition écologique. Qu'est-ce que Nicolas Hulot écoute le matin
pour se motiver à aller changer le monde? Alors le matin, j'écoute pas la radio, hein, parce que ça me donne envie d'aller me recoucher. Bon. Sauf quand il y a un sujet d'actualité qui me concerne, voilà, mais j'essaye d'éviter. J'ai un peu honte de dire ça. Le matin, j'écoute le bruit de la mer. Magnifique. Et ça me fait un bien fou. Et je pense que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Nicolas Hulot. Merci.